I24 Économie, merci d'être avec nous pour le rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l'actu économique, sociale et technologique avec à la une ce soir ce contre-choc pétrolier qui n'en finit plus de désorienter les marchés. Surréaliste, impensable il y a encore quelques mois, le baril est tombé de $115 à 30 en un an et demi. A-t-on vraiment identifié les causes de cette crise? En quoi est-ce aussi une menace pour l'économie mondiale? Ce sera le débat de notre seconde partie tout à l'heure. Et avant cela, côté sociaux, on se penchera sur la condition des femmes au Pakistan. Leur accès au marché du travail est souvent restreint, faute de mobilité. Nombreuses d'entre elles entendent malgré tout dépasser ces obstacles. Chauffeuses routières ou auto-entrepreneuses, le développement de leur pays passe aussi, vous le verrez, par elles. Et puis quoi de plus naturel que d'exposer sa vie privée sur Internet? Facebook, Instagram sont devenus pour certains une seconde nature, mais avons-nous appris à mesurer la portée de nos publications? Elles sont une mine d'informations, entre autres pour les recruteurs. Une start-up israélienne s'inquiète, vous le verrez, de votre e-réputation. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On entame cette édition par un tour du monde de l'actu éco de ces derniers jours. Et d'abord un anniversaire, un an qu'Alexis Tsipras et son parti de gauche radicale Syriza ont pris le pouvoir en Grèce. Pouvoir conforté par le succès du référendum sur l'austérité en juillet dernier, puis 2 mois plus tard par un triomphe lors des législatives anticipées. Mais des résultats très loin des attentes. Crise, dette et contrôle des changes sont toujours là. Le chômage touche encore 50% des jeunes. Et en prime, son gouvernement a dû se résigner à valider les mesures de rigueur imposées par ses créanciers. Tsipras se défend malgré tout d'être rentré dans le rang. Il y a une chose que vous devez garder à l'esprit. Aussi longtemps que le peuple appuie nos efforts, nous continuerons à nous battre plus fort, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur pour combattre la corruption et à l'extérieur pour lutter contre ceux qui pensent qu'ils peuvent maintenir les gens qui se battent subordonnés et la tête baissée pour toujours. En tout cas, des milliers de personnes ont défilé le week-end dernier devant le Parlement à Athènes contre les coupes dans les retraites prévues par le dernier plan de sauvetage du pays. Et autre pays en difficulté, et non des moindres, la Russie qui a annoncé cette semaine une contraction de son PIB pour 2015 de 3,7%, chiffre officiel qui correspond aux prévisions du Kremlin. Et cette récession est partie pour durer. Moscou est sans doute l'une des principales victimes de la chute des cours de l'or noir. En parallèle, les sanctions occidentales suite au conflit ukrainien limitent les débouchés à l'export. Écoutez sur ce point l'avis du ministre français de l'économie présent en Russie en début de semaine. Le souhait est que l'ensemble des parties respectent les engagements du processus de Minsk qui permettra une sortie de crise heureuse et la levée des sanctions qui doit l'accompagner. Et que c'est dans cette perspective que nous devons collectivement nous inscrire, le respect du processus de Minsk qui permettra la levée des sanctions en juillet prochain. Et en France, justement, une actualité chargée sur le front social, notamment avec lundi la présentation du rapport Badinter sur la réforme du Code du travail, 61 principes visant à simplifier les termes du contrat de travail. Le lendemain aura été un mardi de la colère, celle des fonctionnaires d'abord qui dénonçaient le gel de leur salaire depuis 6 ans, et puis celle, sans doute, vous le voyez, plus spectaculaire des taxis contre la menace et les pratiques des sociétés de VTC, voitures de tourisme avec chauffeur, dont la plus emblématique, bien sûr, Uber, 24 interpellations, dont 14 gardes à vue après des incidents parfois violents. Il faut comprendre qu'un SDF, quand il achète un paquet de cigarettes, paye plus d'impôts qu'Uber en France. C'est un scandale. Et nous, on est en train de leur faire un tapis rouge en disant qu'il va faire baisser le chômage. À 10 000 VTC aujourd'hui, tout le monde est mort. Ils veulent en faire 70 000. Voilà, et la grève des taxis s'est poursuivie ce mercredi avec des blocages à Paris et dans les grandes villes de province. Uber France a par ailleurs été condamné ce midi par le tribunal de grande instance de Paris à verser 1,2 million d'euros à l'Union nationale des taxis au titre d'une liquidation d'astreinte imposée par un précédent jugement. On poursuit avec l'info en bref. En France, toujours après un gel l'an dernier, les tarifs autoroutiers augmenteront de 1,12% en moyenne au 1er février, dans la logique des accords entre État et sociétés concessionnaires. 290 millions d'euros supplémentaires. Voilà ce qu'offre le gouvernement français aux éleveurs confrontés à une crise aggravée récemment par les épizooties. 130 millions iront directement aux exploitants affectés par la grippe aviaire. Et puis la visite en Inde de François Hollande n'a pas permis de finaliser la vente de 36 Rafales. En revanche, Engie a remporté un contrat pour la construction de 2 parcs solaires de 70 MW. New Delhi entend accélérer sa transition énergétique. Un passage à présent par le Nigeria. La première économie d'Afrique est elle aussi frappée de plein fouet par la déroute du pétrole. Un sondage paru cette semaine indique que 45% des jeunes les plus diplômés sont au chômage. En parallèle, le pays est confronté à une chute des investissements et à un affaissement de sa monnaie, la naira, sans précédent depuis plus de 40 ans, 300 naira pour $1.
On ne peut même pas obtenir des devises fortes comme le dollar, l'euro ou la livre. Et même si vous en obtenez, vous ne pouvez pas les transférer si vous ne disposez pas de débit entrant suivant les règles. C'est un très grand problème. Davos 2016 a refermé ses portes samedi dernier avec des débats concentrés autour de la crise des migrants, du pétrole ou de la croissance chinoise et mondiale. Le Forum économique mondial a aussi permis à Christine Lagarde d'officialiser sa candidature à un second mandat à la tête du FMI. Oui, je suis candidate pour un deuxième mandat. J'ai eu l'honneur de recevoir dès l'ouverture de la procédure des soutiens de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Chine, de la Corée, du Mexique. Voilà, enfin, en Israël, deux informations à retenir, deux données. Celle d'abord des échanges commerciaux qui se sont élevés en 2015 à 64 milliards de dollars pour les exportations, 72 milliards pour les importations. Le volume d'échanges est globalement en baisse de 11% sur un an. Et puis 4,43 milliards de dollars, c'est le montant total des investissements dans l'industrie high-tech israélienne l'an dernier. Et il s'agit d'un nouveau record avec une hausse de 30% au passage. Quoi de neuf cette semaine sur les marchés financiers? On parlait mercredi dernier de ce mini-crack par à-coup qui a fait perdre jusqu'à 10% depuis le 1er janvier aux bourses européennes et américaines. Alors léger mieux mardi dans la foulée d'ailleurs d'un sursaut du pétrole, mais cela n'a pas duré. On va en parler avec vous, Jérôme Germoun. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir, vous êtes le directeur associé de Erez Israël. Alors toujours, Jérôme, cette volatilité sur les grandes places financières, c'est vraiment le pétrole aujourd'hui qui donne le tempo sur les bourses? Alors c'est un des éléments effectivement qui donne le tempo. Vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure, le baril de pétrole est passé de $100 à $30. Il certes commence un petit peu à se stabiliser sur ces niveaux actuels, mais on n'a pas seulement que le pétrole, on a également bien évidemment la Chine qui pose problème, on a également les États-Unis. Pour revenir sur la Chine, on l'a évoqué sur votre antenne la fois passée, on est dans une phase de transition. On ne passe pas comme ça du jour au lendemain d'une économie qui était l'usine du monde à une économie domestique qu'on essaie de développer. Et le dernier point, c'est les États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de resserrement de taux. On est sur une fin de cycle. Et également, les marges des entreprises sont au plus haut. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes qui génèrent beaucoup de nervosité sur les marchés. Ouais, qui doit s'exprimer d'ailleurs ce soir. Juste, on revient un petit peu sur la Chine. Il y a encore un lien entre la crise boursière chinoise et ce qui se passe en Europe, où c'est assez déconnecté quand même? La crise chinoise, au niveau des marchés financiers, n'a pas vraiment d'impact sur les bourses européennes ou américaines. On sait très bien que c'est un marché très local, très régional. Donc ça n'a pas vraiment d'implication directe. Par contre, l'économie chinoise, oui. Ça, c'est un point très important à surveiller. Et ça va être, je pense, tout au long, en tout cas, du premier semestre 2016, quelque chose qui va être extrêmement scruté par les opérateurs. Mais tout de même, cette tendance, plus généralement, cette tendance baissière en Europe, en Amérique, est-ce qu'il y a des moyens de l'enrayer? Est-ce que vous pensez que ça peut quand même s'atténuer dans les prochaines semaines? Il va falloir surveiller, vous l'avez mentionné, le pétrole. Donc on sait qu'aujourd'hui, le pétrole a beaucoup baissé par une suroffre massive, par l'entrée de l'Iran, par les éléments chinois, l'économie chinoise qui ralentit. Donc il faut que le pétrole se stabilise. Donc c'est vraiment ça qui est la clé en fait. Ah oui, c'est une des clés. Il faut garder en tête que un des grands pays comme l'Arabie Saoudite, qui fait partie de l'OPEP, le deuxième pays de l'OPEP, a construit tout son budget de l'État sur un niveau de $26. Donc on peut imaginer que 26, 28 ou $30 va être en tout cas protégé, bataillé pour être maintenu. Après, il faut aussi bien évidemment surveiller l'économie mondiale. La croissance économique mondiale doit... Avec des prévisions toujours en baisse. Alors justement, dans ce contexte plus ou moins incertain, pessimiste, c'est quoi la meilleure manière d'optimiser finalement son allocation d'actifs? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors aujourd'hui, on note chez Erez qu'il y a vraiment une décorrélation des marchés américains et des marchés européens. Donc on va mettre en avant beaucoup l'Europe dans notre allocation d'actifs. Vous savez qu'on passe à travers des fonds, nos investissements dans l'allocation d'actifs. Donc on va mettre en avant des structures européennes, que ce soit des actions, des obligations. Merci beaucoup Jérôme Germoun pour ces éclaircissements. On va passer à l'actu high-tech. L'actu techno, on s'intéresse cette semaine à nos pratiques sur Internet et à l'importance de réfléchir à deux fois avant de poster photos, vidéos ou même simplement commentaires sur l'actualité. Facebook, Twitter, Instagram sont devenus une mine d'or pour les recruteurs. On comprend que le CV devienne obsolète tant nos publications en disent long sur notre mode de vie, tempérament, conviction. Et à Jérusalem, une start-up israélienne a bien saisi cet enjeu et vous permettra peut-être d'éviter un refus d'embauche. On regarde ce reportage signé Johanna Citruc. Des photos de vacances sur la plage, des clichés pris lors d'une soirée ou des statuts parfois critiques. Depuis l'apparition des premiers réseaux sociaux, les utilisateurs n'hésitent pas à raconter, à détailler leur vie sur Internet.
Des informations a priori anodines, qui sont pourtant loin d'être sans conséquences, notamment lors de la recherche d'un emploi. Car avant de recevoir des candidats, les recruteurs n'hésitent pas à scruter leur profil sur Facebook, Twitter ou même Instagram. Par exemple, s'ils voient que vous buvez trop d'alcool, trop d'images avec de l'alcool, si vous parlez d'alcool tout le temps, des images en sous-vêtements aussi, même un simple maillot de bain, c'est totalement légal, mais les employeurs préfèrent ne pas voir tout cela. Ou alors lorsque vous avez un langage inapproprié, que vous faites des fautes d'orthographe, de grammaire, toutes ces choses montrent aux employeurs que c'est préférable d'embaucher quelqu'un d'autre. Selon des recherches américaines, environ 30% des candidats seraient disqualifiés à cause de leur réputation sur Internet. C'est ce constat qui a mené à la création de Rip & Up. Nous sommes allés à la rencontre de cette start-up israélienne. Elle propose à ses utilisateurs d'effacer le contenu potentiellement embarrassant sur les réseaux sociaux. On apporte au monde un nouveau produit qui n'avait jamais été développé avant. Une interface comme la nôtre n'avait pas encore été créée. Donc nous avons dû fabriquer quelque chose de très intuitif pour les utilisateurs. En effet, pour profiter de ce service, rien de très compliqué. Il suffit de se rendre sur le site internet de Rip & Up et de se laisser guider. Ici, vous avez la possibilité d'essayer notre service gratuitement. Donc vous cliquez sur ce bouton et ensuite vous entrez vos coordonnées Facebook. Quelques minutes plus tard, le tour est joué. Tous les statuts inappropriés sont répertoriés, les uns après les autres. Si analyser le texte est gratuit, pour faire le tri dans leurs images, les internautes doivent s'acquitter de 9,95 $. Maintenant, la question, c'est que voulez-vous faire? Nous mettons à disposition des liens. Donc, lorsque vous cliquez dessus, ici, vous obtenez votre statut. Et là, vous pouvez faire en sorte de le nettoyer avec les options que Facebook propose. Vous pouvez l'éditer pour changer le contenu, ou alors vous pouvez simplement supprimer le statut. Pour obtenir ce résultat, plusieurs algorithmes ont été mis au point. Comme nous l'explique le directeur technique de Rip & Up, il s'agit d'apprendre aux ordinateurs comment reconnaître une sélection de mots ou d'images. On utilise la technique de l'apprentissage automatique. Donc nous nous servons des nombreuses données que nous avons préalablement collectées pour définir à quelle catégorie chaque poste appartient. Une technologie mise au point grâce à l'investissement du fonds de capital risque Jérusalem Venture Partners. Résultat, après un an de travail acharné, le site compte près de 20 000 utilisateurs. Pour l'heure, l'objectif principal est d'en séduire d'autres. Le service, actuellement disponible en anglais et en hébreu, devrait bientôt voir le jour dans d'autres langages. Ensuite, la prochaine étape sera de faire de Rip & Up une société rentable. Transformer l'idée en business, c'est le défi de toute start-up qui se respecte. On passe au social. Le gros plan social, et après l'Inde la semaine dernière, on va se rendre cette fois au Pakistan voisin. 190 millions d'habitants et une économie à fort potentiel qui tarde à se concrétiser. La faute en partie à l'instabilité sécuritaire. Alors un pays musulman conservateur où voir des femmes au volant est devenu normal. Certaines pourtant vont plus loin et arpentent les routes à moto ou en camion avec l'espoir d'une réelle indépendance économique. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Des camions icônes des routes au Pakistan. Mais dans la cabine de celui-ci, une scène insolite. Shamim Arter pourrait bien être la seule camionneuse du pays. Lorsque son mari l'a quittée et laissée seule à subvenir aux besoins de leurs 5 enfants, elle a enchaîné les petits boulots. Mais même après avoir passé son permis et ouvert une école de conduite, elle peinait à joindre les deux bouts. Elle a alors fait ce choix de carrière inhabituel. Ça ne couvre pas toutes mes dépenses, mais même si ce n'est pas le cas, je ne peux pas rester les bras croisés. S'il vous faut 10 000 roupies et que vous n'en gagnez que 7 000, c'est déjà mieux que rien. Voir des femmes au volant d'une voiture est désormais courant au Pakistan. Mais comme Shamim, certaines repoussent encore davantage les frontières imposées par leur société conservatrice. Tayaba Tariq parcourt 50 km tous les jours pour se rendre à la frontière indienne où elle travaille en tant qu'agent des douanes. Et grâce à sa moto, elle n'a plus besoin de personne. Ça vous rend indépendant et responsable, surtout pour les filles. Elles ne restent pas dépendantes des autres, car elles n'ont plus besoin de demander à leur frère ou à leur père de venir les chercher ou les déposer quelque part.
Mais si la route offre plus de liberté, elle comporte aussi ses propres dangers. Les femmes, quel que soit leur mode de transport, sont souvent victimes de harcèlement, surtout dans les grandes villes comme ici à Lahore. Pour Zahra Aslam, la solution est simple, des rickshaws pour les femmes, conduits par des femmes. Nous essayons d'aider les femmes à devenir entrepreneurs et les propriétaires gestionnaires de leur propre rickshaw, pour qu'elles ne travaillent pour personne d'autre. On devrait pouvoir se déplacer dignement, que ce soit à pied dans la rue, à vélo ou en transport en commun. Et l'enjeu est de taille. Selon l'Organisation internationale du travail, c'est notamment à cause du manque de transport sûr que les 3/4 des Pakistanaises ne travaillent pas. Voilà, encore beaucoup à faire côté infrastructure. On va refermer cette première partie d'I24 Économie pour se retrouver dans quelques minutes avec donc évidemment le pétrole. Ce sera juste après le Flash Info. À tout de suite. Retour sur le plateau d'I24 Économie, seconde partie, rebonsoir. On va aborder la question qui hante les marchés depuis le début de l'année en Europe, en Amérique et en Asie. Jusqu'où tomberont les cours du pétrole? Moins 75% en l'espace d'un an et demi. Laurent Pérez et Laurent Hatchouel nous diront s'il y a des raisons de craindre une déflation mondiale. On s'intéressera aussi à la tournée européenne du président iranien, l'Italie hier, la France aujourd'hui. Que vient chercher Hassan Rouhani sur le vieux continent? Son pays est-il vraiment l'Eldorado annoncé? Un expert, Michel Taubman, sera en ligne avec nous. Et puis les insolites de l'écho, nous parlerons en fin d'édition du marché fou de l'immobilier mondial, une rubrique qui nous emmènera aussi aux États-Unis. Snodzilla, la tempête, a donné, vous le verrez, des idées originales à certains. L'effondrement des prix du pétrole était encore présenté comme une aubaine l'an dernier pour les consommateurs européens ou américains, comme un coup de pouce aussi aux grandes économies importatrices d'énergie et à la peine aussi côté croissance. L'état d'esprit a bien changé ces dernières semaines avec cette nouvelle étape dans la chute des cours qui sont retombés à leur niveau de 2004, entre les déficits qui se creusent chez les pays producteurs et l'impact sur l'ensemble des matières premières. Le scénario d'une déflation mondiale se fait de plus en plus crédible. L'état des lieux d'abord avec Johanna Citruc. Ça ne s'était pas produit depuis plus de 12 ans. Mi-janvier, le prix du baril de pétrole est passé sous la barre des $30, qu'il s'agisse du Brent de mer du Nord ou de l'américain. Il est ensuite très légèrement remonté. Mais depuis le début de l'année, ça représente tout de même une chute de près de 20%. Résultat, mardi, la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions pour 2016. Selon l'institution, le baril s'échangera en moyenne à $37 contre 51 auparavant. Nous pensons qu'il y a une certaine surréaction sur le marché du pétrole, dans le sens où les prix ont baissé un peu plus que ce à quoi l'on s'attendait. Nous avons examiné toutes les causes et en effet, il y a beaucoup de raisons qui justifient la chute des cours du pétrole, mais aucune n'était censée les faire baisser autant. Parmi ces raisons, une offre de pétrole trop élevée face à une demande trop faible. Le marché est saturé. Pour ne rien arranger, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, refuse de réduire sa production. Et l'Iran, libéré des sanctions internationales, s'apprête à revenir sur le devant de la scène. Sans compter la concurrence, le pétrole de schiste nord-américain. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, non seulement en concurrence avec le pétrole de schiste américain, mais qui est en difficulté du fait de la guerre des prix, mais surtout avec l'Iran, qui a la capacité de combattre l'Arabie Saoudite sur le long terme avec des prix du pétrole assez bas. Si cette chute arrange les consommateurs lorsqu'ils font leur plein d'essence, elle est loin d'être bénéfique pour l'économie mondiale. Elle pénalise les pays producteurs qui creusent leurs déficits. Au fur et à mesure, ils limitent leurs dépenses et surtout leurs importations. Au final, c'est l'ensemble du commerce mondial qui pourrait être touché. Cette baisse généralisée de la demande qui n'augure rien de très rassurant pour une croissance mondiale déjà à la peine. On accueille maintenant nos deux invités. Laurent Pérez, bonsoir. Bonsoir David. Directeur associé d'Erez Israël avec donc Jérôme Germoun qu'on a entendu tout à l'heure. Et bienvenue à Laurent Hatchouel aussi. Bonjour David. Analyste économique. Alors on va d'abord revenir, si vous le voulez bien, sur les origines de ce contre-choc pétrolier, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que le problème se situe au niveau de la surabondance de l'offre, donc l'Arabie Saoudite avant tout, ou au niveau de la faiblesse de la demande, donc la Chine, d'après vous ? Il y a un peu des deux, si tu me permets Laurent de commencer. Il y a un petit peu des deux, effectivement. Il y a une suroffre aujourd'hui qui est claire par l'Arabie Saoudite, comme vous l'avez dit David, par effectivement les États-Unis, par l'ouverture aujourd'hui de toute cette production iranienne qui arrive sur le marché ou qui va arriver sur le marché. Donc clairement, il y a une suroffre. Mais on ne peut pas uniquement analyser dans un marché la partie offre, il faut toujours voir la deuxième patte qui est la demande. Et malheureusement, au même moment, on a une demande
qui s'affaiblit. Qui stagne aussi, et j'en veux pour preuve notamment la Chine, qui est comme la deuxième puissance mondiale aujourd'hui, qui a clairement montré des signes de ralentissement. Donc quand on a à la fois ce marché et l'offre et la demande qui fléchissent, ou en tout cas qui n'évoluent pas au même moment, eh bien ça fait un petit peu les tracas que l'on connaît aujourd'hui sur le prix du baril. Plutôt coupable, Laurent Tuel? Non, les deux, il a entièrement raison. Il y a un autre facteur aussi qui fait que, faut savoir que des pays comme l'Arabie Saoudite, les investissements sont complètement ont complètement été amortis. Donc vous savez, le coût de production du baril du pétrole en Arabie Saoudite, on a dit, il est assez bas, il est à peu près à $6. On n'a pas le même problème aux États-Unis où il y a eu de gros investissements qui ont été faits il y a pas longtemps, ces 2 dernières années, et donc là les investissements ne sont pas amortis. D'où justement, vous pensez que le schiste américain aussi, ça a provoqué aussi cette baisse des cours? Ça a joué? L'afflux d'offres a provoqué, mais je pense que surtout ce qui a provoqué, c'est le comportement. On est à la frontière entre l'économie et la géopolitique. Il y a un changement de stratégie géopolitique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a du coup s'est désavouée des États-Unis et du coup fait baisser le baril du pétrole. Elle peut le faire car son prix son point mort du baril du pétrole est très très bas, grâce à ces investissements qui sont amortis. Et puis surtout l'Arabie Saoudite qui est quand même les plus grosses réserves au sein de l'OPEP. Certains pays de l'OPEP sont plus tout à fait d'accord avec cette stratégie de toujours aller vers un baril plus bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, certains économistes en parlent d'ailleurs, un risque d'implosion au sein de l'OPEP? Non, implosion, je le pense pas, mais pour autant aujourd'hui l'Arabie Saoudite a les moyens, de par ses réserves de change qui sont colossales de 700 milliards de dollars, de résister, de maintenir en tout cas ses parts de marché. Sur 10 ans, à peu près. Voilà. Et elle-même effectivement a aujourd'hui budgété dans ses comptes pour 2016 un prix du baril en moyenne à $26. Donc c'est un indice. C'est un indice. Ouais. On va dire c'est un point bas qui nous permet d'avoir une espèce de benchmark pour l'année 2016 en tout cas. Donc effectivement, il y a, comme le disait Laurent, il y a tout un jeu, on va dire, stratégique d'échiquier aujourd'hui mondial pour maintenir des prises de marché pour l'avenir, en tout cas pour le futur de demain. Absolument. En tout cas, on voit que l'Arabie Saoudite reste très puissante. Il y a le Venezuela et la Russie qui essayent de s'allier un petit peu pour tenter de faire remonter les cours, mais ça semble compliqué. Ça risque de leur faire perdre des parts de marché. Finalement, c'est toujours l'Arabie Saoudite qui reste le maître du jeu. Je pense que l'OPEP officiellement n'a pas de risque d'implosion, mais officieusement, ils s'entendent plus du tout. On voit effectivement les accords qui sont en train d'être faits. Il y a pas, l'Arabie Saoudite joue son va-tout sur le pétrole sans vraiment demander aux autres ce qu'ils pensent. On a en plus, avec cet accord qui a été signé avec l'Iran, l'arrivée de l'Iran qui n'est pas un allié politique et géopolitique de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite a atteint ses objectifs présumés, à savoir bloquer le retour de l'Iran et aussi fragiliser le schiste américain? Je pense que l'Arabie Saoudite a très bien joué. Je pense qu'ils n'auraient pas... En fait, s'il n'y avait pas eu ce désaccord entre les États-Unis, c'est pour ça qu'il y a un côté géopolitique, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite d'un point de vue géopolitique, l'Arabie Saoudite n'aurait jamais pris ces mesures sans l'accord de leur allié américain. Maintenant qu'il y a une fracture entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, l'Arabie Saoudite a mené sa politique tout seul. Et vous pensez que là on a atteint un seuil, $26, ça s'arrêtera là? Les prévisions sont très difficiles. On voit bien qu'aujourd'hui il y a une volatilité qui est extrême et il y a des sauts de marché. Donc je me hasarderai pas à donner effectivement ce genre de scénario. Mais pour autant, il y a aussi des pays aujourd'hui qui je pense sont en vraie souffrance, en véritable situation complètement instable, notamment le Venezuela. On parle du Nigeria, 70% des recettes proviennent effectivement qui importent beaucoup aussi. Qui importent beaucoup. Donc il y a vraiment des pays aujourd'hui au sein de l'OPEP qui sont véritablement en risque. Vous parliez tout à l'heure de gros risques par rapport à l'OPEP. Voilà, ça fait partie effectivement des choses qu'il faut avoir en tête. Tant que la crise ne perdure pas et on arrive à trouver effectivement une alternative pour en sortir. Alors justement, on y vient à ces pays producteurs qui importent énormément. Donc la faiblesse de leur demande, est-ce que ça risque au final d'aggraver les risques de déflation mondiale? C'est la question qu'on se pose. Voilà, moi je crois que effectivement aujourd'hui, aussi en élargissant un peu votre question par rapport aux pays, on va dire avec une économie développée, le principal risque des États, en tout cas l'ennemi juré des États, c'est effectivement la déflation. Déflation, effectivement, donc c'est la baisse des prix qui provoque naturellement une consommation qui est atone. On reporte le plus possible effectivement la consommation puisque l'on voit régulièrement que les prix baissent. Donc ça enraille l'outil de production, etc., etc. Donc effectivement, c'est l'ennemi numéro un. C'est pour cette raison que l'on pense que cette situation, elle est sérieuse. Il ne faut surtout pas que ça perdure dans le temps. Il y a d'autres facteurs inquiétants pour continuer là-dessus. Aux États-Unis, la croissance s'est faite avec une baisse du chômage. On est quasiment au plein emploi et il n'y a pas eu d'augmentation des salaires. Le pouvoir d'achat des ménages médians américains
est quasiment le même que dans les années 70. Donc c'est inquiétant parce que quand on a une croissance avec une baisse du taux de chômage sans augmentation de salaire, on est dans l'économie réelle. Ouais. Exactement. Alors, certains parlent aussi de l'endettement justement en quelques mots des producteurs de schiste américains. Ça pourrait déclencher éventuellement une nouvelle crise financière. C'est de là que ça peut partir à votre avis ? Absolument. Moi j'ai lu un papier que tu as dû regarder également aussi des agents économie et de notation, notamment Moody's, qui a mis aujourd'hui pas plus de 70 sociétés américaines en surveillance négative avec des gros risques de défaut. Donc c'est une mauvaise nouvelle en soi, mais qui peut être une bonne finalement dans un second temps sur un petit peu l'assainissement du marché, le nettoyage du marché, puisque ces acteurs-là n'ont plus véritablement la possibilité de vendre leurs actifs, parce qu'aujourd'hui le marché, il n'y a plus de marché, ils n'ont plus accès au marché même de l'endettement, parce que ça devient... D'autant plus que le pétrole risque de rester bas pendant plusieurs mois. 2015 peut-être, 2020 peut-être, certains disent. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On va passer maintenant au dossier iranien. La tournée en grande pompe de Hassan Rouhani en Europe. Dans la foulée de la levée des sanctions contre son pays, après l'accord sur le nucléaire, le président iranien a été reçu entre autres par le pape à Rome. Il est arrivé en France ce mercredi, une première depuis 17 ans. Avant d'en parler avec Michel Thoman, on écoute le président iranien qui participait hier à un forum d'affaires Italie-Iran. Nous sommes prêts à accueillir tous les investisseurs étrangers. L'Italie a pour nous une importance particulière, car votre pays possède une longue histoire de collaboration avec le nôtre. Les Iraniens connaissent bien votre industrie, vos entreprises de services, ils savent quels sont vos produits, et donc ils font confiance à l'Italie. Voilà, on l'a souvent dit, un Iran ambitieux avec cette perspective d'un afflux d'investissements. Alors Téhéran qui se présente en nouvelle Eldorado du Moyen-Orient. Bonsoir Michel Taubman. Bonsoir. Journaliste, éditeur et spécialiste de l'Iran. Alors Hassan Rouhani à Paris, on parle d'Airbus avec une commande géante de l'Iran. Concrètement, quels espoirs la France peut-elle nourrir de cette reprise des relations avec la République islamique ? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut dire que c'est une visite historique. C'est la première visite d'un président iranien en France depuis 11 ans. C'était le président Khatami, lui aussi qualifié de réformateur ou de modéré à l'époque. Ce qu'on peut en attendre, vous l'avez dit, sur le plan économique, c'est des achats dans les transports. On parle de 114 Airbus. On parle aussi d'achats de locomotives. On parle aussi de contrats avec Peugeot et Renault, les constructeurs automobiles. Ne nous faisons pas non plus trop d'illusions. Le président Rouhani l'a dit d'ailleurs en Italie, son partenaire privilégié c'est l'Italie et c'est l'Allemagne. Il l'a dit sans embâche hier. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres enjeux qu'économiques, il y a aussi des enjeux politiques. Et principalement la question de la Syrie dont M. Rouhani va discuter avec les dirigeants français. On sait que la France et la Syrie, si elles se retrouvent maintenant plus ou moins dans une alliance objective contre l'État islamique, n'ont pas les mêmes objectifs justement, et que la question essentielle, c'est la question du régime de Bachar al-Assad, de la personne de Bachar al-Assad, que les Iraniens veulent protéger à tout prix, et que les Français n'aiment pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et peut-être les Iraniens voudraient faire lever le préalable du départ de Bachar al-Assad, qui est quelque chose auquel les Français tiennent beaucoup, comme les Américains. Voilà. Merci beaucoup Michel Thoman pour ces explications, donc beaucoup d'interactions politico-économiques. C'est l'heure maintenant des insolites de l'écho. Johanna Citruc nous a rejoint pour les insolites de l'écho, retour donc sur les infos décalées de ces derniers jours. Bonsoir Johanna. Bonsoir David. Alors un chiffre d'abord, 217 000 milliards de dollars, c'est la valeur estimée de l'immobilier mondial aujourd'hui. Oui, effectivement, le problème c'est qu'un chiffre comme ça, c'est pas très parlant, même si on sait évidemment que 217 000 milliards de dollars, c'est énorme. Donc pour mieux réaliser ce que ça représente, le réseau immobilier britannique Savills s'est amusé à faire quelques petites comparaisons, des comparaisons reprises par le Figaro. Par exemple, l'immobilier mondial vaut presque 3 fois plus que le PIB de la planète. Ça représente aussi 1/3 de plus que la capitalisation boursière. Autrement dit, l'ensemble des actions et des obligations émises sur les places financières du monde. Et le meilleur pour la fin, 217 000 milliards de dollars, c'est aussi 36 fois plus que la valeur du stock d'or disponible sur Terre. Une comparaison assez édifiante. Cap Johanna sur l'Afrique du Sud, une mairie offre des bourses aux jeunes filles étudiantes à des conditions un peu spéciales. Oui, c'est la municipalité d'Outou
Boutoukéla, au nord-est de l'Afrique du Sud, donc près de la ville de Durban. Il y a quelques jours, la maire a mis en place une nouvelle bourse réservée aux étudiantes. Une aide financière versée à 2 conditions. Premièrement, il faut avoir de bons résultats, ça c'est assez logique, mais aussi, et ça l'est un petit peu moins, il faut être vierge. D'ailleurs, elles devront subir des tests de façon régulière et notamment à chaque retour de vacances. Officiellement, il s'agit de pousser les jeunes filles à se concentrer sur leurs études, mais sans surprise, cette décision a fait polémique. Pour l'ONG POA, c'est de la discrimination par rapport à leurs camarades de sexe masculin, une mesure anticonstitutionnelle. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, de nombreux étudiants dépendent de ces bourses, de ces aides pour pouvoir aller à l'université. Encore beaucoup d'inégalités dans ce pays. Retour aussi, Johanna, sur la tempête Jonas qui vient de balayer la côte est des États-Unis. Alors beaucoup sont restés chez eux, certains ont voulu en tirer profit. Et c'est le cas d'un New-Yorkais qui s'appelle Patrick Horton. Ce week-end, il a construit un igloo dans son jardin. Jusque-là, rien de vraiment très surprenant, sauf qu'il a décidé d'en tirer profit et de le mettre à louer sur la plateforme Airbnb. Sur le site, il a posté plusieurs photos. D'ailleurs, on peut y voir qu'à l'intérieur, il a installé des petites couvertures avec des oreillers, le tout pour la modique somme de $200 la nuit. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, eh bien, ça fonctionne. Patrick Horton a reçu plusieurs demandes de réservation. Le problème, c'est que selon Airbnb, cet igloo ne remplit pas ses critères de sélection. L'annonce a donc été supprimée. C'était bientôt temps. Et puis un mot de la loterie britannique. Une joueuse a failli passer à côté de son gain pour une histoire de machine à laver. Oui, début janvier, une cagnotte de 66 millions de livres était en jeu à la loterie britannique. Les numéros sont révélés. On apprend qu'il y a 2 tickets gagnants. Rapidement, un couple se manifeste pour aller chercher sa part du gâteau. Et quelques jours plus tard, une femme prétend être la 2e gagnante. Petit problème, le ticket donc, qui était dans la poche de son jean est passé à la machine à laver et plusieurs infos sont devenues complètement illisibles, notamment le code barre et le numéro de série. Mais heureusement, donc une partie de la date, mais aussi les numéros gagnants étaient encore identifiables. La femme a donc pu récupérer son gain, soit 33 millions de livres. Ça fait environ 44 millions d'euros. Ouais, ça aurait été, dommage. Dommage, exactement. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. I24 Économie vous donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouveaux décryptages de l'actu éco et sociaux. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de l'info sur I24. Restez avec nous.